Mon parcours, en fait, c'est un parcours un petit peu atypique parce que j'étais pas du tout dans la spiritualité et j'étais plutôt même très pragmatique. J'étais coach sportive à l'époque. Jusqu'en 2015 à peu près, je me suis blessée au genou droit et j'ai dû me réorienter pour faire je ne savais pas quoi. Donc j'ai fait assistante dentaire. Et en assistante dentaire, je suis restée jusqu'à mon EMI en 2019. Alors pour la petite histoire quand même, moi je suis née au Cameroun. J'y ai grandi jusqu'à mes 13 ans. J'ai perdu mon papa à 12 ans et ma maman à 13 ans. Et vraiment, tout ce qui était médiumnité, contact émotionnel, tout ça, ce sont des mots que je ne connaissais pas. Pour moi, j'avais l'impression que tout le monde était comme ça. Donc je ne me posais pas de questions par rapport à ça. J'avais, oui, un ami imaginaire quand j'étais petite. Il s'appelait Missy parce que c'est le prénom qu'il m'a donné. Et il joue avec nous quand on joue à cache-cache, il joue avec nous. Et vraiment, je ne me suis jamais posé la question est-ce que les autres le voyaient ou pas, parce que j'avais l'impression que oui. Parce que ma petite sœur, en fait, quand elle montait dans la brouette, que je l'ai poussée, ben, elle était avec lui et elle rigolait. Donc après, elle était très jeune. Peut-être qu'elle voyait aussi, je ne sais pas. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était un défunt ou quelque chose. Je le voyais clairement comme tout le monde, en fait. J'étais toujours étonnée, par contre, parce que lui, il n'allait pas à l'école. Il n'aimait pas l'école, apparemment. Donc il restait avec sa grand-mère. Et sa grand-mère, des fois, il y avait son grand-père qui venait. Alors je suppose aujourd'hui, ça c'est une supposition, que ça devait être aussi des défunts, parce qu'ils restaient tout le temps juste dans leur cour. Et Missy, à chaque fois que j'allais à l'école, il me disait « Bonne journée !» Et des fois, il me rejoignait à l'école, je lui dis « Bon, mais tu viens en classe ?» Il me dit « Non, je vais jouer dehors. » Et il me dit « Tu me rejoins après ?» Je disais « Oui, oui, je te rejoins après, pas de problème. » Et du coup, quand je rentrais, moi, j'avais qu'une seule hâte, parce que c'était le seul avec qui je montais dans les arbres. Les autres, ils ne voulaient pas monter dans les arbres. Et du coup, on allait cueillir les mangues, on montait. Il m'avait appris à monter sur le papayer pour aller cueillir les papayes. Il disait souvent, cette année, le manguier, il va avoir énormément de mangues. Et par contre, cette année, il va avoir un peu moins. Alors, je ne me suis jamais posé la question comment il savait, qu'est-ce qui se passait, parce que c'était comme ça. J'avais quel âge? Je devais avoir à peu près jusqu'à 9 ans, parce qu'après, on a déménagé. Donc après mes 9 ans, en fait, il ne m'a pas suivie. Donc ensuite, j'avais plus Missy. Et quand j'y suis retournée en 2003, c'était plus notre maison. Et j'ai demandé en fait si ils avaient déménagé. Et les gens m'ont demandé qui. J'ai dit Missy avec sa grand-mère. Et ils m'ont dit qu'il n'y a jamais eu personne là et que ça fait des années et des années. Et quand je dis des années, parce que moi je suis plus venue, ah ben, au moins une 30 ans que les gens n'habitent pas là. J'avais pas 30 ans, j'avais 16 ans à l'époque. Donc c'est là que j'ai commencé à, sans forcément attacher de l'importance, mais c'est là que les premières informations ont commencé à venir. Et j'en parlais avec ma mère. À ma grand-mère, il fallait surtout pas, parce que j'avais trop d'imagination. Laisse ton imagination, t'as trop d'imagination. Arrête de parler de ça. Je suis issue quand même d'une famille religieuse, catholique, donc laisse les morts où ils sont. Enfin, il y avait beaucoup de tabous. Mais ma mère, oui, je lui en parlais et j'avais l'impression qu'elle me croyait parce qu'elle m'écoutait vraiment beaucoup. Et je me demande si elle-même, elle captait pas et qu'elle n'a pas pu en parler, en fait. Mais pour moi, c'était tellement naturel que je ne me posais pas de questions. Après, quand j'ai perdu mon papa en 99, je l'ai vu dans le couloir de la maison, sur un brancard. Et il est venu me dire « T'inquiète pas, ça va aller ». Donc, mais lui, par contre, je ne l'avais pas vu pareil. Il était un peu comme s'il était transparent. Alors, du coup, je me suis dit « Ok, c'est bizarre ». Et quand ma maman elle est venue me l'annoncer, elle n'arrivait pas à trouver les mots et je lui ai dit « T'inquiète pas, je sais ». Il m'a dit que ça allait aller. Et j'avais pas de chagrin. C'était juste, c'était comme ça. Il n'y avait pas de questions. Et par la suite, j'ai même culpabilisé qu'il n'y ait pas de pleurs ou autre, parce que je voyais beaucoup de personnes pleurer, je ne comprenais pas. Donc ma médiumnité, elle a commencé comme ça très naturellement. Et j'ai jamais eu des peurs particulières. Seulement, j'ai fermé mon canal à 13 ans, parce que je ne voulais pas voir ma mère. Alors, c'était en 2019, en septembre 2019. J'étais fatiguée, je me souviens, je venais juste de déposer mon petit garçon chez la nounou. J'avais pas mis la ceinture. Et je roulais vraiment très doucement. Je suis arrivée à ce feu rouge-là et j'ai juste fait ça pour me la mettre, la ceinture, que j'ai heurté la dame devant moi. Alors pour moi, vraiment, je roulais pas vite. Donc pour moi, l'accident ne devait pas être aussi catastrophique. Mais j'ai quand même le moteur qui est... Tout mon arrière de l'avant qui est passé.
normalement, je ne devrais plus avoir mes jambes, mais j'ai eu mes jambes. Je ne sais pas comment ma jambe s'est retrouvée là. Et j'avais quelqu'un qui m'a retenue sur le siège. J'ai juste cogné la tête, mais j'ai senti une présence me retenir. En plus, j'avais les marques. J'avais les marques en fait de doigts, c'était des petits bleus. Et en me posant, en revenant en arrière pour essayer d'analyser un petit peu comment ça s'était passé les choses, parce que moi, il faut que les choses soient logiques. Si je ne comprends pas, je ne peux pas avancer. Et du coup, je me suis dit, mais j'avais pas de ceinture, j'ai pas heurté le volant, et le moteur est quand même passé très fort, parce qu'à l'hôpital, en fait, ils m'ont dit, elle a un trauma crânien. Je me souviens être tombée sur la voie publique et entendre la dame sortir, je n'ai rien, je n'ai rien. Et après ça, c'était le flou total. Par contre, je me voyais après en hauteur. Donc la présence, en fait, moi, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vraiment ressentie, disons consciemment. Mais par contre, j'avais les marques. Et ça, les marques, en fait, c'était marqué dans mon dossier. Et la dame, j'avais peur de lui avoir fait trop mal. Enfin, j'étais inondée de peur, vraiment. Et quand j'ai vu qu'elle est sortie et qu'elle a dit « tout va bien », c'est comme si, en fait, elle me donnait l'autorisation de lâcher. Et quand j'ai lâché, ça, en fait, ça a fait comme un peu cette sensation que ça y est, je montais, comme si je faisais un manège et que je montais, sauf que je suis restée suspendue. Comme si je pouvais regarder un petit peu ce qui se passait là. C'était pas focalisé sur moi, c'était vraiment la scène en général. La dame, les deux personnes, les gens qui essayaient de passer. Ensuite, ils m'ont amenée, puis les pompiers. C'était une scène en général. Mais je me voyais, oui, comme si moi, j'étais couchée. Et la dame a sécurisé, parce qu'il y avait une voiture qui passait de l'autre côté. Ensuite, 2 hommes plus elle, ils m'ont amenée sur le trottoir en attendant que les ambulances arrivent. Puis dans une maison un peu reculée, je ne sais pas trop ce que c'était. Et je sais que j'étais encore un petit peu présente parce que j'ai dit est-ce que mon mari est là? Et ils m'ont dit il arrive, il arrive. Et après ça, je ne me souviens plus, je me souviens qu'on était dans l'ambulance et j'avais de la peine, pas pour moi, mais pour mes enfants. Quand il m'a parlé de mes enfants, ça a mis beaucoup de souffrance, ça a mis des rappels de ce que moi j'ai vécu par rapport à ma maman et c'était hors de question qu'ils se reproduisent la même chose. Pour moi, c'était vraiment ça, c'était « Non, Manuela, tu ne peux pas faire ça, reviens, reviens ». Mais en même temps, à ce moment-là, j'ai été aspirée, c'est pas violemment parce que c'était assez doux quand même. Et je me suis retrouvée devant ma mère, parce qu'elle avait l'apparence de ma mère. Et alors moi, c'était vraiment les retrouvailles. Et c'était le bonheur absolu et je me suis dit « Waouh, ça y est, je retrouve ma mère ». Et je ne pensais plus trop en fait à mes enfants là-haut. C'était un état d'être vraiment, c'était réel parce que c'était tous mes sens. Si aujourd'hui je me reconnecte à ce que je pouvais sentir, je peux le ressentir. Si je me connecte à ce que je pouvais voir, je peux le voir. Et j'avais cette sensation, comme s'il n'y avait pas eu d'accident en fait. Vraiment, l'accident c'était à part ce vécu-là. Il y avait un état d'être en fait qu'on ne ressent pas vraiment ici. Je n'arrive même pas à l'expliquer. C'est inexplicable, c'est quelque chose qui nous prend, ça nous prend dans notre totalité en fait. C'est aussi bien dans le corps, on est bien, on n'a pas de douleur, aussi bien dans notre cœur. Enfin, on a l'impression qu'il est expansé, comme s'il pouvait contenir l'amour de tout le monde. Et l'amour qu'on reçoit quand on est dans ce plan, il est immense. Il n'a pas de limite, c'est un état de béatitude, mais en même temps Enfin, je ne sais pas si aujourd'hui je peux dire que c'est l'amour inconditionnel, mais j'ai envie de le dire. Parce qu'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de limite, c'est à profusion. Et en plus, on peut l'avoir, on peut le toucher. L'impression que dès qu'on rentre là, on a ça. À la différence d'ici, c'est que c'est pas pareil. Mais par contre, je me jouais entre mes émotions ressenties. Non, je ne veux pas laisser mes enfants. Et c'est ma mère, j'avais les souvenirs de ma mère aussi qui venaient. Alors, elle était décédée en 2000, donc là, ça fait 19 ans. 19 ans qu'elle était décédée d'un accident de voiture et très abîmée. Et là, elle n'était pas abîmée du tout. Hein. Juste, elle flottait. Enfin, j'avais la sensation qu'elle flottait. Parce qu'en fait, nos pieds, j'avais des pieds, hein, mais on ne voyait pas nos pieds, en fait. C'était vraiment, j'ai l'impression qu'on était sur un nuage, comme quand on prend l'avion. Ça me fait un peu comme si on avait mis les pieds en dessous. Et j'avais l'impression que tout pouvait se créer en même temps. Et elle n'était plus pareille. Clairement, elle n'était plus pareille. C'était plus ma maman que j'ai connue ici. Ça m'a un peu, du coup, fait de la peine parce que ça m'a pas fait de la peine là-bas, ça m'a fait de la peine quand je suis revenue. Et elle avait l'air comme si elle transpirait l'amour, mais pas un amour qu'on connaît ici. Enfin, on ne voit pas de visage comme ça. J'ai essayé de faire ce visage-là devant le miroir. C'est pas possible, en fait. Je crois que ça transpire. C'est qu'il y a un truc, c'est
Ça passe par le regard, ça passe par la voix, enfin c'est tout. Et par la suite, ma maman elle m'a donné la possibilité de revoir la scène de mon accident, à me montrer que c'est elle qui m'avait prise en fait et qui m'avait retenue par le siège. Je l'ai revue avec justement, comme si on appuyait sur un magnétoscope en arrière. Donc je l'ai revue et elle m'a montré que c'était elle. Et du coup j'ai hésité beaucoup. Je lui ai dit ça y est, je te rejoins et c'était pas mon moment. Elle m'a dit que je vais devoir y retourner. Et je lui ai demandé si j'allais continuer à la voir. Elle m'a dit ça dépendra de toi. Comme si je devais choisir à un moment donné, elle m'a dit c'est elle ou c'est les enfants. Je sais pas si elle me l'a dit, du coup je l'ai ressenti. Parce que le langage en fait qu'on a là-bas, elle parle pas avec les lèvres. Je sais ce qu'elle me dit sans avoir à bouger les lèvres, sans que moi j'ai à les bouger. Le regard parle, le corps parle, sans forcément qu'on fasse des gestes, mais on se comprend. Donc j'étais un peu dans un choix. J'avais cette sensation-là et j'ai choisi mes enfants. J'ai choisi mes enfants parce que je me suis dit, si elle me dit que ça sera à moi de choisir, elle sera là. Donc j'aurai les deux, tant qu'à faire. Et quand je suis revenue, je me suis retrouvée à l'hôpital en fait et ils étaient en train de me faire un électrochoc. Alors, très horrible cette sensation. Et quand je suis revenue dans mon corps, j'avais l'impression vraiment d'avoir été aspirée par... Vraiment, c'est désagréable parce que je ressentais mon corps, mais j'avais l'impression que tout était infiniment en alerte. Le moindre bruit, j'avais l'impression que c'était strident. Et même à un moment donné, à ce moment-là, quand je suis d'abord revenue dans le couloir, je me souviens, de l'hôpital. Je ne savais pas pourquoi j'étais dans un couloir, ou déjà d'ailleurs où j'étais, je pense que j'étais aspirée sans ma volonté en fait. C'était vraiment particulier ce moment-là et c'était rapide, c'était très rapide. Et du coup, je me suis retrouvée dans le couloir et après, je me suis retrouvée dans mon corps. Et direct quand je me suis retrouvée dans mon corps, j'ai eu l'impression d'avoir été brûlée vive. Enfin vraiment la sensation que juste ça sur ma peau, ça me faisait mal. Alors le bruit que ça faisait, les machines, les gens, l'émotionnel des gens, alors ça me brûlait l'intérieur en fait, vraiment. C'était horrible. J'avais qu'une envie, c'était de ne pas être là. Et là, je me suis dit, ok, on y retourne. Parce que vraiment, c'était très dur. Et j'étais pas très bien dans mon état d'être. C'était ça en fait qui était difficile, c'est que j'avais une luminaire, j'avais un corset. J'avais mon petit qui avait 9 mois, donc qui avait besoin de moi, qui demandait beaucoup d'attention. Le premier, c'est pareil. Donc, il y avait déjà une adaptation physique à avoir, mais surtout, je ne retrouvais pas cet état-là. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait que je retrouve ça, et je le recherchais. Et comme je ne le trouvais pas, j'avais souvent tendance à regretter. Clairement, j'avais tendance à regretter, me dire, purée, t'as choisi, est-ce que t'as bien choisi? Parce que franchement, pourtant, c'était la vie que j'avais avant, hein, mais j'avais plus envie, quoi. Et j'avais honte, je culpabilisais de plus avoir envie, alors que j'avais mes enfants. Et je dormais pas la nuit. J'avais pourtant envie de dormir en me disant que oui, si tu dors, ça y est, tu partiras peut-être avec tes rêves, ton imagination. Parce que oui, j'avais beaucoup d'imagination quand j'étais petite. En fait, ce qu'on appelle d'imagination, en fait, je faisais des voyages astro, hein, simplement. C'est juste que je ne le savais pas. Donc, j'avais beaucoup tendance à partir. Pour ça, pareil, la notion de voyage astro, je l'ai su bien plus tard, vers 2022, quand j'ai commencé à être interviewée par Philippe Ferrer. Mais j'ai l'impression que je devais rentrer dans une bouteille. Vraiment, c'était ça. Et que la bouteille, elle était... en plus, elle avait des picots, elle me griffait, enfin... Ce qui est vraiment complexe dans notre réalité, ce qui est dur, hein, c'est que les gens, ils ont des masques. Les gens, enfin, c'est trop compliqué en fait. On voit qu'il y a un masque là, mais on reste borné. Et nous-mêmes, on a des masques aussi. On ne se parle plus en fait, réellement. Parce que si on devait se parler, on ferait que se regarder et ça passerait. Et en fait, ça passerait beaucoup mieux que si on parlait. Mais on peut pas, on ne sait pas faire ça. Donc, c'était plus facile de parler avec les enfants. C'est ça qui m'a fait tenir en fait, c'est vraiment les enfants. C'est que je leur racontais des fois. Parce que je me suis dit peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, mais je vais leur raconter. Peut-être que ça aidera, peut-être que je sais pas. Et je voyais déjà les défunts hein, avant de faire mon EMI, sauf qu'après l'EMI en fait ça a été rempli. Je vis comme tout le monde, hein, quand je rentre dans une pièce, je vois pas forcément les défunts. Ça c'est quelque chose que j'ai protocolé aussi parce que c'était le cas.
je roulais, que je voyais en fait toutes les personnes décédées sur le chemin. Je rentrais dans une pièce que je ne pouvais pas y rester parce que c'était compliqué pour moi. Je ressentais les émotions des voisins. Après mon EMI, toute cette année-là, en fait, ça a été une année en fait, où j'ai dû poser la structure de ma médiumnité par la suite. Et c'est à partir de ce moment-là que, en recevant les messages, tout ça, quand je dis les messages, c'est ma mère, parce que du coup, elle était là et je voulais qu'elle soit là. Elle m'a appris à visiter différemment. Et comme j'étais guidée, j'avais plus peur. Comme si ça m'avait équilibrée émotionnellement. Le fait d'avoir mon moment la nuit, d'ailleurs c'était que la nuit que je voyageais, et le fait de revenir ici, dans cette réalité-là, j'avais vu que j'arrivais à compenser, ça allait en fait. Et avant, j'avais tendance à arrondir les angles pour tout le monde. J'étais plutôt la bonne mère, la bonne épouse, la gentille, celle qui fait jamais de vagues, voilà, qui veut bien passer partout, être aimée par tout le monde. Et j'avais tendance à ne pas poser mes limites, à ne pas dire ce que je pensais réellement, à ne pas être aussi ce que je voulais réellement être. Et quand je suis arrivée, c'est un petit peu comme si tous ces masques-là m'étouffaient. Je ne pouvais pas faire autrement que de les exploser parce que vraiment j'étouffais. D'ailleurs, ça a d'abord commencé avec mon mari, le pauvre, et j'étais pas forcément douce. Donc il y a eu ça, j'ai eu besoin de me positionner aussi. Il y a beaucoup de personnes que j'ai perdues dans mon entourage. Pas parce que j'en parlais, mais parce que j'étais plus pareille et parce que j'avais plus envie d'arrondir les angles, en fait, clairement. Et à ce moment-là, je connaissais déjà le transgénérationnel, mais c'était un peu un mot barbare pour moi, parce que transgénérationnel, c'était pas du tout le mot que j'utilisais. J'avais plutôt besoin, en fait, de me connaître et de connaître mon histoire, sachant que je ne connais pas toute l'histoire de ma famille. Ma maman étant décédée, mon papa aussi, c'était très compliqué en fait d'avoir tous ces renseignements-là. Et c'est de là en fait a commencé l'enquête, ce que moi j'appelle l'enquête de ma vie. J'avais 21 ans à l'époque et c'était fou quoi. C'était toute plein de petites pierres en fait laissées sur mon chemin qui font que petit à petit je me découvrais, petit à petit je m'ouvrais aussi et surtout je connaissais mon histoire et ça me donnait une force incroyable en fait. Donc après mon EMI, encore la vie qui me dit switch, je me suis orientée à faire thérapeute alors que j'étais pas du tout destinée, à la base c'était pas du tout quelque chose qui était pour moi. J'ai fait cette formation à la base pour moi, pour me comprendre et les gens naturellement sont arrivés à moi et ça a fait que je me retrouve là aujourd'hui devant vous avec en formant en libération transgénérationnelle, en consultant, en aidant les gens à se retrouver eux-mêmes aussi. Alors, au final, c'est quoi le transgénérationnel? Parce que c'est un mot un peu barbare. C'est tout ce qu'on hérite consciemment, inconsciemment de nos ancêtres, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, au niveau énergétique aussi, parce que le système familial, de toute façon, tout ce qui est émotionnel après est énergétique. Et elle est liée, la loyauté familiale, à un besoin d'appartenance. C'est qu'on vient tous ici s'incarner en étant les enfants d'eux. Et en étant les enfants d'eux, on a ce besoin de sécurité de nos parents, d'amour de nos parents, de reconnaissance. Ces trois choses-là sont des choses essentielles pour que l'enfant puisse déployer ses ailes et être lui. Donc, quand on porte une loyauté, c'est un besoin profond d'appartenance à son clan familial, à sa famille. Donc en fait, bien sûr qu'on n'a pas envie d'être rejeté par eux, bien sûr qu'on n'a pas envie d'être abandonné. Donc en étant les enfants d'eux, on a besoin de cette sécurité, de cet amour et de cette reconnaissance. Et qu'est-ce que l'enfant va faire s'il n'a pas le ressenti? Et je parle bien de ressenti, ça c'est important, parce que le parent il fait toujours tout ce qu'il peut. Mais par contre, l'enfant peut ne pas le ressentir de cette façon-là. Donc en fait, l'enfant, quand il va ressentir que il n'a pas l'amour de son parent parce que son papa, par exemple, travaille beaucoup et n'est pas souvent là. Pourquoi le papa va travailler beaucoup? Pour lui apporter la sécurité dont il a besoin, pour lui apporter tout ce dont il a besoin. Et ça va peut-être être sa façon à lui de lui apporter de l'amour. Sauf que l'enfant, lui, va se dire, bon, mais tiens, moi, j'ai besoin aussi d'attention, mon papa n'est pas là. J'ai manqué d'amour, donc je ne l'ai pas. Et il va partir avec une cristallisation émotionnelle de manque d'amour. Et au fur et à mesure, ça va se léguer comme ça dans les générations. Il va léguer ça par comportement, par référence, parce qu'il a une réaction. C'est tous les mécanismes en fait, de protection que notre ego met en place, mais aussi
parce qu'il aura certainement un ancêtre derrière qui aura vécu ce manque-là, qui viendra peut-être augmenter son ressenti à lui. Et c'est toujours très juste parce que ce qui est important à savoir, c'est qu'on est loyal envers nos ancêtres parce qu'on a peur d'être abandonné et parce qu'on a peur d'être rejeté. Et on part aussi avec cette croyance que être déloyal, c'est manquer d'amour envers eux, alors que pas du tout. Être déloyal envers ses ancêtres, c'est justement de l'amour. C'est qu'on se sent aujourd'hui loyal plutôt envers soi. Comme on est le sang de nos ancêtres, la meilleure façon de les honorer, de montrer qu'on est apte à vivre notre vie, c'est d'être nous-mêmes en fait. Et de ne pas reproduire les schémas comme eux, ils auraient voulu qu'on le fasse. Parce que s'ils veulent qu'on fasse la même chose, c'est parce qu'ils pensent qu'on n'a pas les outils. Alors qu'on a les outils, on est nous-mêmes notre outil. Et quand on est dans la mise en lumière des mémoires, comme le système familial dans son entièreté cherche toujours l'équilibre, mais à un moment donné, le système familial, c'est qui? C'est nous. Parce qu'on a justement dans notre sang tous ces ancêtres-là. Et comment j'arrive à faire le switch? C'est que quand j'ai pris la mémoire, quand dans le protocole on a sorti la mémoire, que je pose les mots et que je mets en lumière, et bien en fait déjà il y a quelque chose qui se joue. Après ça donne une vision différente quand même de la vie. C'est qu'on se dit, tiens, là ce que je joue, là je suis en train de vivre la même chose que mon parent, là concrètement si on a envie de le changer, on le change. Parce que oui, on est acteur de notre vie. Les émotions, les mémoires émotionnelles avec lesquelles je travaille, ce sont des mémoires émotionnelles que j'ai pu expérimenter par moi-même dans ma propre expérience. Donc j'ai essayé de mettre des mots dessus. Et après, quand j'ai découvert les travaux de Lise Bourbeau, je me suis rendu compte qu'il y avait dans ces mémoires-là, prenons la mémoire de trahison, la première mémoire de trahison. Quand on prend cette mémoire-là, elle est beaucoup associée à une mémoire chez moi, mais pas qu'à cette mémoire-là, elle est associée à la mémoire de manipuler, ce sentiment d'être méfiant envers les autres, de ne pas avoir confiance en soi, donc d'avoir la sensation qu'on n'a pas confiance en l'autre, de marcher un petit peu sur des œufs. Alors soit on s'auto-manipule, soit on est manipulé par l'autre, soit nous-mêmes, on peut manipuler l'autre. Donc en fait, il y a un petit peu la trahison déjà qui est là. Après, elle est souvent un petit peu associée souvent à la mémoire de juger. Donc en fonction parfois de juste les racines, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, je peux voir déjà, par rapport parce que je connais quand même le travail de Lise Bourbeau, quelles sont les blessures associées. Et après, à un moment donné, une fois qu'on a résolu cette problématique-là, on revient au départ. Et quand on revient en fait au départ, on est sur la même blessure, mais plus sur la même vibration. C'est pour ça que les gens ont souvent tendance à dire « mais je ne comprends pas, j'ai énormément travaillé en spiritualité, en développement personnel, j'avais l'impression que cette blessure de trahison-là, elle reviendrait plus. » Mais en fait, si on prend bien conscience de ce qu'on vit, on ne le ressent plus au même degré. C'est que oui, on a été trahi, oui, mais on arrive à passer plus facilement à autre chose. On arrive à avoir les outils en fait. Alors, les moutons noirs de la famille, ce sont souvent ceux qui veulent casser les codes, ceux qui ne veulent plus faire les choses comme avant. C'est par exemple quelqu'un qui voudrait être artiste après 5 générations de médecins. C'est quelqu'un qui ressentirait, et beaucoup d'enfants ont fait ça, aller poser la question à leurs parents, vous êtes sûr que vous ne m'avez pas adopté? C'est un peu ça. Quand ça commence sur ça, déjà quand il y a la question, c'est qu'il y a un sujet. Donc les moutons noirs, c'est un peu eux. Et le sentiment de ne pas être à sa place va souvent générer en fait le sentiment de ne pas pleinement vivre sa vie, de ne pas être heureux. On a les idées pour être à sa place, mais souvent des idées qui ne sont pas conventionnelles, des idées qui ne sont pas, des outils aussi qui ne sont pas conventionnels et qu'on n'oserait pas utiliser parce que papa n'a pas fait pareil ou maman va dire ça, ou je ne vais plus me sentir aimée, ou je vais me sentir rejetée. Donc en fait, c'est vraiment... Et moi, je vois souvent que plus on se dit « je fais confiance à mon ressenti », et plus en fait les choses se débloquent. Moi aujourd'hui, je suis issue d'une famille quand même catholique. Quand ma famille a vu la vidéo pour la première fois, EMI, machin truc, c'était la cata. C'était vraiment la cata. Les repas de famille, j'étais soit celle à la curiosité, ou soit sinon on ne parle pas à celle-là parce que franchement elle a franchi la limite et converse avec le diable. C'était un peu ce truc-là.
En plus avec les ancêtres, non mais les ancêtres, il faut les laisser où ils sont. Travail dans le transgénérationnel, ça encore quoi, cette invention-là. Enfin, j'ai entendu de tout. Mais en général et souvent, quand on fait ce qu'on veut et qu'on ne se pose pas la question justement de est-ce que je vais faire plaisir à ma famille, comment vont être les liens ou autre, tout finit par se regrouper. Parce que la famille finit toujours par être la famille. Sauf que le lien n'est pas le même. Et ça, moi, je le vois beaucoup en transgénérationnel. C'est que quand les gens s'autorisent, quand on s'autorise à être soi, ben, on invite les autres à être soi. Et ils ont tellement eu dans le passé l'habitude de ne pas être eux que c'est trop compliqué d'être soi. Et parfois, ils ne savent même pas qui ils sont. Donc en fait, en ouvrant cette voie-là, c'est vraiment une invitation à. C'est un peu comme si on se disait aujourd'hui, moi je suis le soleil, je m'autorise à briller. C'est pas qu'il faut ne pas se soucier des autres, c'est qu'il faut d'abord se soucier de soi. Mais dans un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut être égoïste, parce que ce terme-là aussi d'égoïste, souvent on a tendance à avoir tellement été dans « je fais pour l'autre, je fais pour l'autre » que quand on commence à faire un peu pour soi, on culpabilise en se disant « je suis égoïste ». Alors que pas du tout. C'est que vraiment, et moi je suis la première, hein, ça a été mon lot, avant mon œil mis ça. Donc en fait, quand on commence à revenir à soi, ben oui, les gens vont s'éloigner de nous, oui, ça va nous faire mal, mais à un moment donné, on va être tellement soi qu'on n'aura plus envie d'être quelqu'un d'autre et la famille va revenir. La famille va revenir parce qu'on ne travaille pas que pour nous, on travaille pour eux aussi. Et le transgénérationnel, en fait, permet vraiment aux personnes de se connecter à eux par le biais de leurs ancêtres, mais sans forcément avoir connaissance de leurs ancêtres. En tout cas, avec la méthode que moi, je propose, on est directement connecté à l'âme de la personne. Alors, quand on travaille en consultation, la personne, elle vient en fait avec son intention ou sa problématique, sachant que ce n'est jamais vraiment ce vers quoi va nous amener l'âme. Je vais donner un exemple concret pour que ça parle à tout le monde. Quelqu'un vient en consultation parce qu'il a des douleurs au cervical depuis toute sa vie avec des atroces migraines. Il a essayé tous les médicaments, il a essayé de voir pas mal de spécialistes, mais il n'a pas la compréhension de ça. Donc en fait, ça, son intention, c'est se libérer de ça. Et sa problématique, ben, ce sont les douleurs cervicales et les migraines. Donc je lui pose des questions, la fratrie, est-ce qu'il connaît un petit peu sa famille, est-ce qu'il a vu des schémas répétitifs dans la famille? Et une fois qu'on a ça posé, on va interroger l'âme. Et l'âme, souvent, elle m'oriente. Est-ce que c'est le côté de papa? Est-ce que c'est le côté de maman? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des deux côtés, parce que de toute façon, il y a les mémoires miroirs. Mais on a déjà un chemin à prendre. Et ensuite, j'interroge du coup l'âme qui va me donner les ancêtres qui seraient à l'origine de la problématique ou à l'origine d'une autre problématique, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'objectif de la personne, mais il y a aussi l'objectif de l'âme. Et parfois, ça se rejoint, parfois ça ne se rejoint pas du tout. Et quand ça ne se rejoint pas du tout, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là à la bonne place. Ça veut juste dire que l'âme veut nous amener vers autre chose. Et du coup, pour cet exemple-là, si je reprends, parce que c'est un cas classique, quand on va commencer à aller, imaginons, dans la lignée de papa, on va voir que dans toute son enfance, par exemple, ben, il y a déjà eu ces problématiques-là. Est-ce que c'est arrivé avec un traumatisme? Pas forcément. Des fois oui, des fois non. Et on va du coup au moment de la naissance, puis au moment de la conception, puis on descend dans les générations. En général, on m'arrête à 3 générations. Et en revenant en fait à faire quelques recherches sur toutes les séances que j'avais eues, j'ai remarqué que comme l'ancêtre, par exemple moi, j'ai la référence de ma mère. Ayant la référence de ma mère, ben, j'ai envie de surtout pas vivre la même chose qu'elle. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais garder cette référence en tête pour essayer de le transformer. Mais la problématique, c'est que je garde la référence. Donc en fait, je maintiens, j'ai envie de dire, une attraction à ça, mais tout en allant vers l'inverse. Donc en fait, l'inverse, c'est qui que je ne connais pas? C'est ma grand-mère. Donc en fait, je reproduis exactement le même schéma que ma grand-mère, sans avoir eu sa référence, j'ai envie de dire, connue. Et pourtant, j'essaie de prendre le contre-pied de ce qu'a vécu ma mère. Donc voilà, il y a transmission et ça saute une génération. Et parfois, quand ce n'est pas le cas, on demande d'aller plus loin. Et quand je dis demander, en fait, c'est l'âme. Donc je vais là où on m'oriente et je demande à l'âme, ok, il y a cette problématique, il y a ça au niveau des ancêtres, et comment la personne se libère? Quelle est la clé en fait de libération? Ensuite, elle me donne la clé, sachant que tout ce qu'on va travailler en consultation, c'est que des choses qui sont négatives, donc pesantes pour la personne. Moi, j'appelle ça des mémoires actives. Tout ce qui n'est pas actif, c'est ce qui n'est pas problématique, donc on le garde.
On a besoin de ça. Et ce qui est problématique, on va justement le transformer de façon à ce que ce soit aidant. Et comment on le transforme, pour revenir à la question, c'est qu'en fait, moi, je vais utiliser des fois de l'hypnose, des fois des actes symboliques, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin plus d'être dans le mental, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être dans le corps, il y a les personnes qui ont besoin que ce soit dans la matière, et parfois c'est un peu tout en même temps. Donc je prends vraiment ce que me donne l'âme à venir en fait utiliser pour la personne. En ce moment, ça fait à peu près 1 an qu'on m'oriente à faire des audios que les personnes en fait écoutent régulièrement pour reprogrammer le subconscient. De toute façon, les piliers en libération transgénérationnelle, c'est quoi? C'est la mise en lumière des émotions. Ensuite, il y a la compréhension de ces mémoires-là, de ces émotions, les mémoires émotionnelles. Une fois qu'il y a eu la compréhension, ensuite on peut aller dans la reprogrammation, donc dans la libération. Et quand on se libère du transgénérationnel, on n'arrache pas, comme ça on ne défait pas, on ne coupe pas des liens en fait. On vient juste les transformer, ce qui permet vraiment d'être beaucoup plus lié en plus à sa famille. Parce qu'on harmonise les liens, on n'est pas là pour... on hérite de ce transgénérationnel comme la couleur de notre peau ou de nos yeux, c'est pas quelque chose qu'on peut nous enlever. Et l'accepter, c'est déjà beaucoup plus aidant dans le quotidien. Parce que notre vie, on la vit, on a tendance à la vivre, mais un petit peu inconsciemment. Hein. Mais quand on ramène les choses on les fait remonter à notre conscience et aux choses matérielles qu'on vit vraiment au quotidien, donc nos comportements, nos habitudes, ben là, ça prend du sens. Ça donne une vision différente quand même de la vie. C'est qu'on se dit, ben tiens, là, ce que je joue, là, je suis en train de vivre la même chose que mon parent. Ben là, concrètement, si on a envie de le changer, on le change. Parce que, ben oui, on est acteur de notre vie. Alors, un exemple concret, en fait, qui montre vraiment la transmission de génération en génération de la mémoire, mais en même temps, du coup, la personne qui est là, qui vient se libérer et qui libère toute la génération, c'est... Je vais donner l'exemple de l'infertilité. J'ai eu une femme en consultation, une jeune femme en consultation, pas de problématique physique, rien du tout. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants et son mari, lui, pareil, la même problématique. Donc on voyait bien en plus la mémoire miroir. Mais en fait, le fait qu'elle, elle travaille, déjà ça agit sur lui, parce qu'ils ont réussi à avoir un enfant. Je spoil. Ils ont réussi à avoir un enfant. Et on a remarqué, en fait, dans l'histoire de sa famille, donc du coup sa maman, elle a eu difficulté à avoir le premier enfant. Elle a fait une fausse couche au premier enfant, donc il y avait déjà un décès, quelque chose qui était là. Après, on a mis en lumière les croyances. Hein. Il y avait dans cette famille-là la croyance que le premier enfant n'est pas viable. Et quand on est remonté à l'arrière-grand-mère, en fait, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et à l'époque, ça se faisait un peu. Sa cousine qui avait trop d'enfants et pas assez d'argent. Donc en fait, elle a pris la petite fille à la maison, qui est devenue du coup la maman. C'était la maman en fait, qui était la petite fille adoptée. Et après, une fois qu'elle a été à la maison, elle a eu le deuxième enfant naturellement. Donc en fait, il y avait quand même cette notion-là, le premier enfant n'est pas viable. Donc on ne peut pas avoir de premier enfant. Elle, et du coup la maman, elle vient le prouver, et sa fille, elle n'arrive pas du tout. Insémination artificielle, ça reste pas, sauf que là, ça restait vraiment pas. Et quand elle a fait sa première séance, elle était toujours en démarche en fait de PMA. Et la deuxième séance, en fait, quand elle a refait l'insémination, ils ont mis 3 œufs et elle a pu avoir son enfant. Et en faisant ça, quand elle est allée dire cette croyance-là à sa maman, ça a permis de débloquer le deuil qui n'avait pas été fait de l'enfant en fait, de la fausse couche. Parce qu'elle n'avait jamais vraiment fait ce deuil-là. Et quand elle a posé ce concept-là à sa maman, parce que la grand-mère n'était plus là, sa maman s'est souvenue qu'elle avait reçu tellement d'amour de sa maman, mais elle avait toujours eu cette sensation qu'elle ne serait jamais mère du premier coup. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'est joué et c'est là que moi je parle vraiment de déblocage en fait dans les générations parce qu'elle a réussi alors qu'elle n'avait pas terminé son protocole transgénérationnel, elle a libéré et en plus son mari qui avait la même problématique, ça a débloqué sans qu'il ait besoin de faire le travail. En libération transgénérationnelle, vraiment, il y a ce truc où, vu qu'on travaille sur l'émotionnel, eh bien en fait, c'est comme si notre aura changeait, notre énergie changeait et concrètement dans notre réalité, c'est pas le physique que les gens voient. On pense qu'on voit notre physique, mais en fait, on ne voit pas notre physique, on voit notre énergie. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression, regardez Lise Bourbeau. C'est une femme, on a l'impression qu'elle ne vieillit pas. Et cette femme-là, en fait, c'est parce qu'elle reprogramme son énergie, en fait, constamment. Et c'est son énergie qu'on perçoit.
Alors, la place de l'aîné, elle a vraiment une importance capitale. Beaucoup de mémoires vont se jouer à ce moment-là. L'aîné va souvent représenter l'énergie de son papa. Ça veut dire que l'âme, en décidant de s'incarner, parce que moi je pars de ce postulat que lorsqu'on s'incarne, en fait, on choisit notre famille, on choisit notre date de naissance, notre nom, notre prénom. Et l'âme, quand elle s'incarne, l'aîné va porter l'énergie du papa. Donc ça veut dire qu'en venant s'incarner, il décide de venir évoluer en fonction des paramètres environnementaux, donc l'épigénétique de son père, de ses comportements, de ses habitudes, de sa vibration également, les mots, les paroles, tout ça. Et ils vont un peu faire le miroir l'un de l'autre. Donc cet enfant-là, il a souvent tendance à être voulu, désiré. Bon, il y a des cas exceptionnels, mais il vient souvent, le premier enfant, être celui qui va être le fruit de l'amour, de la jonction des deux parents, de la liaison, du lien entre les deux parents. Et du coup, il se positionne souvent, et c'est souvent dans la culture européenne, c'est souvent celui qui va reprendre le nom, surtout si c'est un garçon. Il va reprendre le nom, il va reprendre l'héritage, il y a tout plein de choses qui se jouent. Donc il a une pression énorme et il ne doit pas se louper. Donc il a souvent ce truc-là, si les parents ne sont plus là, c'est moi qui vais gérer. Donc j'ai plutôt intérêt d'être fort, d'être bien comme il faut. Et par rapport à la maman, c'est plutôt en lien avec le deuxième enfant. Et le troisième enfant, ça va être le couple. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à, quand on a la place du troisième enfant, ben déjà on arrive dans un quatuor, c'est souvent ça, et on se dit, ben cette figure-là, et on reprend un peu la géométrie sacrée à ce moment-là, quand on prend la figure du carré, c'est la structure, c'est bien cadré, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Donc en fait, le troisième enfant, souvent, il a tendance à polir les angles. Il vient comme ça pour limer, pour que personne ne se fasse mal, il veut que l'harmonie soit, parce que ça lui redonne en fait la possibilité. Alors, on peut parler d'étoiles, mais moi je parle d'étoiles en fait à ce que le troisième enfant vienne se mettre en fait au sommet des quatre, et c'est lui souvent qui va essayer de maintenir les liens harmonieux. Le deuxième enfant, lui, il vient s'adapter aussi parce qu'il arrive quand même déjà dans un trio. La trinité, le triangle, c'est quand même quelque chose de très sacré. Donc, le deuxième enfant, lorsqu'il arrive, il a l'impression que qu'est-ce que je vais faire moi dans ce trio-là? Je cherche un peu ma place. On a souvent tendance à dire ça. Le second enfant vient chercher sa place. Et en cherchant sa place, si c'est un deuxième garçon, il va avoir tendance à vouloir challenger le premier. C'est pour ça qu'on voit souvent beaucoup de compétitions, beaucoup de comparaisons. Alors que si c'est une fille, alors là, elle vient clôturer un petit peu parce qu'il y a beaucoup dans les couples le besoin de « je veux un garçon, ensuite une fille ». Et là, ça vient être le bonheur absolu. Mais par contre, si c'est un garçon ou si c'est deux filles, c'est souvent un petit peu challengeant. Et le deuxième enfant, il va travailler, j'ai envie de dire, en élévation, en vibration avec sa maman. Alors par rapport au libre arbitre, même si on a choisi des étapes, ce qui m'a été permis de voir en fait, c'est que ces étapes-là, c'était un peu, certaines étapes, pas toutes, des non négociables. Je m'explique. Si jamais je dois faire Paris-Bordeaux, j'ai plusieurs routes que je peux prendre. Mais par contre, sur ma route, c'est sûr et certain que je rencontrerai cette situation-là. C'est non négociable en fait, parce que je l'ai choisi. Donc en fait, je peux décider de passer pour aller à Bordeaux, passer en Asie, si je veux, ok, je vais prendre un peu plus de temps, mais je peux prendre une route directement si je veux. Mais je rencontrerai quelqu'un qui a été mis sur mon chemin, qui fait qu'elle viendra m'apprendre ça. Ça peut être une personne, ou ça peut être une situation vécue, et ça peut être parfois même un mot. C'est ça en fait, un mot peut mettre quelqu'un sur un chemin. Après, au niveau de l'évolution de l'humanité, on est quand même dans une, j'ai envie de dire, une transition. C'est un peu comme un passage non négociable pour tout le monde. Et il y a un grand nettoyage qui va se faire. Alors j'ai posé la question, je ne sais pas s'il va y avoir des catastrophes, que ce soit des guerres ou si c'est naturel. Je ne sais pas, ça j'ai posé la question, mais je n'ai pas eu accès. Mais en tout cas, on est dans une... Comme si, en fait, vous voyez la porte de Stargate? Voilà, c'est un peu l'idée, la vibratoire, mais sans forcément le truc en métal. Mais quand on passe cette porte-là, c'est pas un switch qu'on vit, c'est juste une façon différente de commencer à percevoir les choses. Et c'est quelque chose qui se teinte comme ça au fur et à mesure. C'est pour ça que j'entends beaucoup le nouveau monde. Mais en fait, le nouveau monde, on y est déjà. C'est juste que pour avoir le sentiment d'y être, il y a
cette transition-là qui va s'opérer comme ça dans notre perception des choses. Et ça passe par la conscience, ça passe par notre corps. C'est pour ça que là, l'invitation actuelle, c'est on revient à notre corps. Ressentez-vous, ressentez votre corps. Le truc classique, hein, quand vous faites une séance avec un thérapeute, allez marcher dans la forêt, faites un peu du sport, mettez-vous en mouvement et reconnectez ce corps à votre conscience. Ne faites pas juste du sport pour vous dire j'ai fait du sport ou je me suis mise en mouvement. Posez l'attention dans ce que vous faites, à chacun des pas que vous faites, à chacun des mouvements que vous faites. Et ça va vous reconnecter. Ça va reconnecter en fait votre conscience à votre corps, ce qui va vous permettre d'être incarné et d'aller sur le chemin qui est fait pour vous.